Lecteur du soir, bonsoir. Je pensais pas réutiliser ce gimmick. Je pensais pas qu'on allait être reconfiné en fait. On attend un peu. C'est le générique. J'ai mis Lettre à France. Je trouve que c'est intéressant, Lettre à France. Depuis que je suis Loin de toi, je suis comme loin de moi. je pense à toi. Rousseau, du contrat social, c'est ça qu'on va commencer à lire. Tu vis à 6 heures de moi. Je suis à tes arrêts. Je l'ai déjà lu, mais C'est ça, être là-bas. ça veut rien dire en fait. La différence. Un grand livre, c'est un livre qui est perpétuellement C'est ce silence. nouveau. Au fond. De moi. Coucou Cécile. Tu vis toujours au bord de l'eau. Et quelquefois. C'est une cover parce que si j'utilise la version de Polnareff, Sur les photos. c'est brouillé sur Facebook, sur YouTube. On cherche des covers, pas mal. Lettre à France, ça pourrait être une lettre de Jean-Jacques Rousseau. Bon. La différence et ce silence, parfois au fond de moi. Bon, allez, on arrête. On y va. On est sérieux ou on n'est pas sérieux? Alors, Rousseau du contrat social. Parce que bon, je suis comme vous hein, en ce moment. Je suis un peu chamboulé par mes émotions. Et ben, quand on est chamboulé par ses émotions, il y a un truc qui est pas mal en fait, en dehors de la méditation et du sexe, de l'alcool, c'est la lecture, enfin l'intellect, ça fait du bien. Alors en fait, le titre donc du contrat social, il y a un sous-titre, Principe du droit politique. Donc Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. On oublie toujours en fait qu'il est suisse en fait, Rousseau. Il y a plein de gens comme ça. On oublie que Brel est belge. On oublie que voilà. Et ce qui est intéressant, donc bon, il y a une petite épigraphe. Fuederis aequas dicamus leges, tiré de l'Énéide de Virgile. D'un juste pacte, formulons les principes. Voilà, donc pour vous situer un peu le livre, il est paru en 1762. J'ai potassé un peu avant pour histoire de ne pas raconter que des conneries. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que 20 ans auparavant, Rousseau était le secrétaire, je crois, ouais, le secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise. Et donc, il a observé le fonctionnement. Bon, attention, Venise, c'est encore un État au XVIIIe. Le fonctionnement d'une ville-État millénaire, en fait. Il a été assez impressionné. Puis après, il s'est dit, je vais écrire un grand livre sur les institutions politiques, qui d'ailleurs devait s'appeler Les institutions politiques. Et puis finalement, il l'a pas écrit en fait. Et puis il reste que ça en fait de ce grand livre qui devait s'appeler Les institutions politiques. Et ça a été publié 20 ans plus tard. Et bon, autant dire que ça a méchamment fracassé du monde en fait ce livre, parce que le contrat social, disons, ça a un peu, ça a participé en fait. C'est un des germes de la Révolution française en fait. Hein. 1762, on attend un peu, voilà, le temps qu'un livre diffuse. C'est comme le thé, hein, comme une pochette de thé, un livre. Voilà, il n'y a pas que lui, hein, mais alors voilà, je vous ai lu l'Incipit. J'ai lu un très bel article sur la clé épigraphique que constitue l'incipit du contrat social, mais je vais vous l'épargner. Alors, il y a un avertissement en fait. Il y a un avertissement. Le mec nous dit ceci.
Ce petit traité est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on pourrait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable, et m'a paru le moins indigne d'être offert au public. Le reste n'est déjà plus. Donc en fait, il a tout balancé, quoi. Enfin, il nous dit qu'il a tout balancé. Et bon, après, il y aura publication à la fin du 19e, du manuscrit de Genève, qui n'est pas exactement celui-ci. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans, hein. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être impressionnés, en fait. C'est impressionnant, quoi. Rousseau, du contrat social. Putain, merde, la philosophie politique dans une langue du 18e. Et en fait, il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison. Je suis toujours surpris par le... En fait, la... Comment dire? La peur, la timidité, il y a tellement de gens, en fait, qui ont peur de lire certains livres, en fait. Ils savent qu'ils existent, ils les respectent par principe, mais ce respect, en fait, il est tiré d'une intimidation, pas d'une lecture, pas d'une admiration, pas d'une lecture. Et c'est assez triste, ça, de respecter parce qu'on est intimidé et pas parce qu'on admire. Parce qu'on est intimidé par un livre qu'on n'a pas lu. Le respecter pour ça, c'est triste, en fait. Et avant de choisir ce livre, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas pratiquer sans le savoir une sorte de violence symbolique? Genre, comme il se la pète, Marc, en fait. Et puis après, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter, en fait? Ça va? C'est pas ma faute, en fait, si j'ai lu ce livre, j'ai fait des études de philo. Moi, j'ai essayé d'apporter quelque chose, en fait. Et donc, je me dis, bah, moi, j'apporte ce que je peux apporter, en fait, hein. Voilà. Si j'étais boulanger, je ferais du bon pain. Voilà. Et j'ai beaucoup écrit ces dernières années, mais c'est pas encore mûr. Mais ce sera politique aussi. Je pense que ça sera intéressant. Quand ça sortira. Ça sortira quand ça sortira. Ça me fait penser à mon père qui est mort il n'y a pas longtemps. Je vais demander à un moment, je vivais un grand chagrin. Je lui ai dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Combien de temps ça va prendre, en fait? Et il m'a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Bon, c'était mon père. Extraordinaire. Bon, c'est découpé en livres. Il y en a 4. Et puis, alors bon, là, j'ai souligné des trucs, mais on s'en fout, hein, je ne vais pas vous lire ce que j'ai souligné. Je vais tout vous lire. Puis vous voyez, il y a chapitre 1er avec des titres. Et puis, c'est par petits modules, en fait. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur, ce sont des sortes de petites briques, en fait. De l'esclavage, du droit du plus fort. Finalement, on peut lire une petite brique le lundi et une autre le mardi et avancer lentement, en fait. Hein. En même temps, c'est tellement bien écrit et c'est tellement clair, en fait. C'est très bizarre. Voilà. Donc, ce que je trouve bizarre, c'est le nombre de gens qui se tiennent à distance de livres, inquiets, en fait, et confus. Confus de peur, tandis que ces livres les clarifieraient tout. C'est comme quelqu'un qui n'oserait pas approcher du remède, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de faire... voilà. Alors, chapitre 1er, sujet de ce premier livre. Le mec, il présente bien, quoi. Il est ordonné, c'est super ordonné, c'est bien, quoi. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considérais que la force et les faits qui en dérivent, je dirais, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Si tôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, où il est fondé à la reprendre, où l'on ne l'était point à la lui ôter. Mais l'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres.
Cependant, ce droit ne vient point de la nature, il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d'en venir là, je dois établir ce que je viens d'avancer. Voilà, alors bon, chapitre 1er, sujet de ce premier livre, le mec se dit, bon, si on vous mène à la baguette, eh ben, vous ne pouvez pas faire autrement, hein. C'est ce que vous faites en ce moment, comme moi, hein. Mais dès que vous avez une occasion, en fait, de vous libérer, il faut en profiter, parce que là, vous ferez encore mieux, quoi. Enfin, voilà. Donc, à la première occasion, les amis, il va falloir secouer le joug. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que l'ensemble des droits eh ben, est soutenu comme par une fondation, en fait, par... Ça c'est ce que j'en comprends. Hein. Les gens, ils s'étripent hein, sur Rousseau, donc moi je dis que je comprends, moi, c'est de la lecture sauvage, et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc il dit que ça ne vient pas de la nature, en fait, le droit. Et que donc c'est une convention entre des animaux, nous. C'est pas une émanation naturelle. L'émanation naturelle, c'est la loi du plus fort, en fait. Alors, nous, on a fait autre chose, en fait. On tente. On a réussi quelquefois. Donc ça ne vient pas de la nature. Alors, chapitre 2, des premières sociétés. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. Ça, c'est très fort. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. C'est très fort. Alors, bon, moi, c'est moi qui commente là déjà, mais voilà, en fait. Il y a un effet métonymique entre la famille et la société. Et quand on voit dans quel état est la famille en France, oh, mais Marc, mais alors, qu'est-ce qu'il a? C'est un réactionnaire, c'est un conservateur, c'est un mec d'extrême droite. Pourquoi il aime la famille? Voilà, c'est de ça dont je parle. Du fait qu'en fait, dire que la famille c'est beau, la famille il faut s'en occuper, c'est actuellement en 2020 être soupçonnable d'être d'extrême droite. C'est un grave problème en fait. Ça veut dire que les relations humaines se sont détériorées à un point qui fait qu'il est évident à tout le monde qu'il faut se haïr à l'intérieur d'une famille, quoi. Famille, je vouais. Voilà. Après, on s'étonne de ce qui se passe dehors. Voilà, moi, ce que je crois, en fait, c'est que, non. Ben non, hein, la famille, on peut s'engueuler, mais se haïr dans une famille... Mais voilà, mais ce qui est très très grave, en fait, c'est qu'il soit chic de cracher sur la famille, en fait. Ça c'est une racine de la désagrégation, c'est totale de la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il dit le contraire de ce qu'il a dit avant. Et il a dit que les sociétés n'étaient pas fondées en nature, enfin par la nature. Et là, il dit que la plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. On comprend pourquoi, évidemment, puisque les enfants sont fabriqués par le couple. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'une société inventée, puisque il faut accoucher de ses membres, en fait. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père, le père exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement, et la famille elle-même ne se maintient que par convention. Voilà. Donc en fait, même la famille, qui est la seule société naturelle, finit par avoir besoin d'une convention, puisque c'est donc, que ce soit Société Générale ou la famille, on a besoin d'une convention. C'est ce qu'il essaie de poser, en fait. Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation. Ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à lui-même. Et, sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à se conserver, devient par là son propre maître. Oh,
lui seul étant juge des moyens propres à se conserver, devient par là son propre maître. Putain, c'est beau. La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux et libres, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que dans la famille, l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples. Voilà, alors là c'est très intéressant, vous voyez plusieurs choses intéressantes. En fait, il fait intervenir la nature, je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où il considère que l'homme, en fait, ne vise que sa propre conservation, individuellement, égoïstement, en fait. C'est la seule chose qui est naturelle, l'instinct de survie pour lui. Donc, ni la famille, ni la société, tout ça, ça va devoir être rentré sous un régime de convention. Et dans le parallèle qu'il fait entre la famille et l'État, ce qui est intéressant, c'est que il parle de l'amour, en fait. C'est-à-dire que ça tient pas, ça tient pas. Voilà, le père, à l'époque, on est au XVIIIe siècle, mais bon, on peut dire, de nos jours, on peut dire le père et la mère, en fait. Ils se prennent la tête pour leurs enfants par amour, en fait. Ils sont payés uniquement d'amour. Et c'est un vrai problème, en fait. Et si on parle d'amour politiquement, à l'échelle de la société, on parle de quoi, en fait? On parle d'amour de la patrie, en fait. On parle d'amour d'amour les uns pour les autres. Ça ne peut pas tenir sans amour, c'est ça que je veux dire, moi. C'est pas ce que Rousseau veut dire. Mais moi, c'est ce que je veux dire, en fait. Il n'y a pas de société, là, il va nous parler de convention, mais il n'y a pas de société sans amour. C'est ce que je voulais glisser rapidement. Grotius, alors, Grotius, c'est un mec qui l'a lu, qui a permis à Rousseau d'écrire ça, oui, mais bon, tout le monde s'en fout de Grotius maintenant, peut-être à tort. Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés. Il cite l'esclavage en exemple. Sa plus constante manière de raisonner est d'établir toujours le droit par le fait. On pourrait employer une méthode plus conséquente, mais non pas plus favorable aux tyrans. Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain appartient à une centaine d'hommes ou si cette centaine d'hommes appartient au genre humain, et il paraît, dans tout son livre, pencher pour le premier avis. Donc une centaine d'hommes, que le genre humain appartient à une centaine d'hommes. Voilà. Alors le Grotius, ça m'avait l'air d'un gros désespéré, quoi. Une sorte de Hobbes, quoi. Voilà. Une centaine d'hommes et puis il dirige les autres, en fait. C'est aussi le sentiment de Hobbes. Ah ben voilà Hobbes. Ainsi voilà l'espèce humaine divisée en troupeaux de bétail, dont chacun a son chef qui le garde pour le dévorer. Ça, c'est énorme. Voilà. Donc ça, c'est la conception hobbesienne et puis grotiusienne. Je ne sais pas comment dire grotiusienne, c'est pas terrible. Voilà, il y a des chefs, chacun a son bétail, sa possession, son peuple possédé en fait, qui va massacrer dans son coin, quoi. Je vous rappelle, hein, on est en 1762, hein. Il n'y a pas eu de république, il n'y a pas eu de révolution, hein, c'est l'ancien régime. Hein. Lui, le mec, il dérape parce qu'il est suisse. Hein. Mais sinon, en France, il fermerait sa gueule comme tout le monde. Enfin, et puis comme nous en ce moment, en fait. Comme un pâtre est d'une nature supérieure à celle de son troupeau, les pasteurs d'hommes, qui sont leurs chefs, sont aussi d'une nature supérieure à celle de leur peuple. Ainsi raisonné, au rapport de Philon, l'empereur Caligula, concluant assez bien de cette analogie que les rois étaient des dieux ou que les peuples étaient des bêtes. Et voilà. Bon, les narcissiques sont dans la même dynamique. Hein. Ils s'imaginent, voilà. Les gens qui s'imaginent en fait au-dessus, quoi. Politiquement, ça donne Caligula. Le raisonnement de ce Caligula, j'adore le raisonnement de ce Caligula. Le mec quand même empereur et tout, empereur romain et tout. Le raisonnement de ce Caligula, uniquement la formule marque le profond mépris et le ridicule. En fait, c'était un plouc Caligula. Hein. C'est comme Néron. Il faut bien voir ça. Il faut bien garder ça en tête. Ce sont des gros ploucs en fait.
des gros cons, en fait. Le raisonnement de ce Caligula revient à celui d'Hobbes et de Grotius. Aristote, avant eux tous, avait dit aussi que les hommes ne sont point naturellement égaux, mais que les uns naissent pour l'esclavage et les autres pour la domination. Bon. Peut-être. Enfin, il a dit plein de conneries, Aristote aussi. Tout le monde dit des conneries. Rousseau, il a dit plein de conneries aussi. Il y a des bons morceaux, quoi. Moi, je sais pas, hein. Même quelqu'un qui est né pour l'esclavage, on peut le faire dévier, quoi. Quelqu'un qui est né pour la domination, on peut lui montrer aussi, si on peut lui couper les bras et les jambes. Bah, ça va lui apprendre, en fait. La tête, on a recoupé la tête. Ils étaient nés pour la domination, puis ils sont morts. Aristote avait raison, mais il prenait les faits pour la cause. Tout homme né dans l'esclavage, né pour l'esclavage, rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leur fer, jusqu'au désir d'en sortir. Ils aiment leur servitude, comme les compagnons d'Ulysse aimaient leur abrutissement. Bon, bah là, il parle un peu des Français, là, en ce moment. Tout homme né dans l'esclavage, né pour l'esclavage, rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leur fer, jusqu'au désir d'en sortir. Ils aiment leur servitude, comme les compagnons d'Ulysse aimaient leur abrutissement. Réajustez vos masques, s'il vous plaît. S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. Bon, là, ce qu'il veut dire, en fait, c'est qu'on peut briser un homme, en fait. C'est tout. C'est tout. Puis que si on est esclave, on ne va pas en sortir, en fait. On est malléable. On est élevé dans l'esclavage, on est esclave, et puis on est réduit en esclavage, on devient esclave, en fait. C'est ça qu'il veut dire, le mec. Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé, père de 3 grands monarques qui se partagèrent l'univers, comme firent les enfants de Saturne, qu'on a cru reconnaître en eux. J'espère qu'on me saura gré de cette modération, car, descendant directement de l'un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que sais-je si par la vérification des titres, je ne me trouverai point le légitime roi du genre humain. J'avais oublié qu'il y avait de l'humour, en fait, dans du contrat social, en fait. Mais Rousseau, justement, c'est quelqu'un qui a conscience, en fait, d'être très, très puissant. Et qui, à mon avis, s'est défendu toute sa vie de profiter, en fait, de cette puissance. Bon, il n'en avait pas les titres, ni la naissance, mais enfin, il a bataillé avec cette idée, avec ce constat qu'il était incroyablement plus intelligent que tout le monde. Et quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir qu'Adam n'ait été souverain du monde comme Robespierre de son île, tant qu'il en fut le seul habitant. Et ce qu'il y avait de commode dans cet empire était que le monarque assuré sur son trône n'avait à craindre ni rébellion, ni guerre, ni conspirateur. Bon, ça, c'était le chapitre 2. Et puis là, ça continue à chapitre 3. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, en fait, il dit, bon, voilà, c'est facile, c'est fastoche d'être le chef quand on est tout seul, en fait. À partir du moment où on n'est plus tout seul, on risque, en gros, de se faire dégommer la gueule, en fait. Ça pose un problème assez rapidement. Chapitre 3, on va se lire le chapitre 3 et puis on va s'arrêter. On va se garder de l'esclavage, le chapitre 4 pour demain. Chapitre 3, du droit du plus fort. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Bon, ça, c'est même pas de la punchline en fait, ça c'est... Je vous le relis. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort, droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ces effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens
pourra-ce être un devoir? Voilà. En fait, ce qu'il explique, c'est que le fort se maintient, comme il ne peut pas se maintenir par la force sur la durée, il crée un droit, en fait. Et il fait penser à ceux sur lesquels s'exerce ce droit que leur obéissance est un devoir. Et ce que Rousseau dit, mais c'est qu'en fait les gens cèdent par faiblesse ou par prudence, mais jamais volontairement, en fait. Donc, comme ça n'est pas volontaire, ça ne peut pas être un devoir, en fait. Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis le droit du plus fort. Je dis qu'il n'en résulte qu'un galimatia inexplicable, putain, je suis fatigué. Ouais, je suis désolé, hein, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai couru dans tous les sens pour faire des courses, pour trouver du matériel de peinture, parce que tout allait être fermé. Du coup, je crevais. J'ai fait une lecture un peu chiante, j'imagine. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je le relis pour moi, Rousseau. Voilà. Donc, le droit du plus fort. Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un galimatia inexplicable. Car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Super force. Hein. Si c'est la force qui fait le droit, alors il suffit qu'il y ait un plus fort qui arrive, qui va écrire un droit supérieur au droit précédent. Et puis surtout, si on peut désobéir sans problème, eh ben, en fait, on peut désobéir légitimement puisqu'il n'y a plus de force en face. Et que c'est la force qui fonde le droit. Donc, si en face il n'y a plus de force, ben, on peut légitimement faire ce qu'on veut. Légitimement, c'est le mot important. Je vous relis ça parce que ça aussi, c'est un secret de la lecture, en fait. Il faut relire, pas seulement les livres, relire les phrases, relire les paragraphes, si on va trop vite. Après, les gens se disent, mais putain, je vais pas passer 1 heure sur une page. Ben, pourquoi pas? Et puis, on peut passer 1 heure sur une page et puis lâcher le livre. Mais si on lit Rousseau à la vitesse de TéléZ, on n'a aucune chance de s'en sortir. Hein. Donc, car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Bon, ça m'énerve à chaque fois qu'il utilise ce truc, l'effet, la cause s'inverse et tout, je comprends jamais rien en fait. Heureusement, après, il précise. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force, il ne signifie ici rien du tout. Obéissez aux puissances. Si cela veut dire céder à la force, le précepte est bon, mais superflu. Je réponds qu'il ne sera jamais violé. Effectivement, on conseille à quelqu'un sur la tête duquel un frigo vient de tomber, meurt. Oui, il va mourir, pas besoin de lui conseiller. Pareil, obéissez aux puissances, tu n'as pas le choix. J'ai pas besoin que tu me le dises, ça va. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue, mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? Ça, je comprends pas. Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois, non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrai la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner? Car enfin, le pistolet qu'il tient est aussi une puissance. Convenons donc que la force ne fait pas droit et qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Ainsi, ma question primitive revient toujours. Alors, on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Voilà, je vais m'arrêter à la fin du chapitre 3. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi les puissances légitimes? Parce qu'il a parlé de légitimité. Légitimement, puissance légitime. Donc là, il vient juste de montrer que le droit du plus fort, c'est du vent, en fait. Ce que j'aime bien aussi,
c'est qu'il explique là il évoque la prudence, etc. Il dit en fait, si vous ne pouvez pas faire autrement, obéissez en fait. Donc, c'est pas un fou, Rousseau. Il n'envoie pas les gens à la mort, c'est pas un psychotique. Il sait très bien à quoi les gens sont soumis et il leur explique, tant que vous ne pouvez pas faire autre chose qu'être soumis, soyez soumis. Mais en fait, il explique, son vrai problème, c'est qu'est-ce que c'est le devoir, en fait, le devoir d'un citoyen. C'est quoi le devoir? Et pour lui, ça émane d'une volonté, pas d'une... voilà, on n'est pas forcé. Si on est forcé, ça ne vient pas de notre volonté. Et donc, même si nos actions semblent comme ça vertueuses, on n'est pas en train de faire notre devoir. On est forcé de faire ce qu'on est en train de faire, en fait. Et donc, ce qu'il dit, en fait, c'est que pour que la volonté soit libre, il faut qu'on y obéisse volontairement. Et donc, il faut que le droit, qui nous impose des devoirs, soit légitime, pas simplement puissant, pas simplement contraignant, légitime. Et là, vous allez vous dire, oulala, mais c'est très important cette histoire de légitimité. Voilà, on obéit quand on considère que c'est légitime. Le couvre-feu, moi, je n'ai pas trouvé légitime. Ce qui se passe en ce moment, je ne trouve pas que ce soit légitime. Donc, en fait, je n'obéis pas au droit. On est gouverné depuis presque un an par décret, sans que l'Assemblée nationale puisse dire quoi que ce soit. J'obéis parce que je ne veux pas d'amende, parce que je ne veux pas de problème, je me soumets. Comme vous. Et en fait, c'est pour ça, en fait, qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que, comme dit Rousseau, nous obéissons aux puissances. C'est beau ça, les puissances. J'adore la façon de parler du 18e. Parce qu'il écrit très très bien, mais il est... il y a beaucoup de sa langue qui est la langue du siècle, en fait. Quand on lit d'autres auteurs du 18e, on se rend compte qu'ils écrivent tous très 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 très, très bien, et que le charme de ce qu'ils écrivent tient à la langue de l'époque aussi, beaucoup. Mais bon, il illustre bien, Rousseau. Il est très symétrique, il fait toujours des balancements, quelquefois des inversions, c'est assez insupportable. Moi, j'arrive pas à suivre quand il inverse les trucs. Mais sinon, voilà. Donc voilà. Et je vois bien, c'est compliqué un peu, mais en fait, pas tellement. Je pense que c'est un peu incongru. Je pense que tout le monde s'en fout. Parce qu'il n'y a plus de culture en termes de philosophie politique, de culture populaire. Mais les notions de droit, de volonté, de légitimité, en fait. Voilà, c'est comme l'impôt. L'impôt, on accepte de le payer si on considère qu'il est légitime. Le droit, c'est pareil. À moins d'être vraiment un putain d'égoïste. Mais sinon, les gens, s'ils voient pourquoi ils paient des impôts, pour peu que l'impôt soit juste, voilà. L'impôt est juste à partir du moment où il est légitime. Et quand on le considère comme illégitime, alors là, il y a un problème, quand on se sent racketté. Et on l'est. De la même manière, pour les autres, ce qu'on est obligé de faire, les autres droits, tous les jours. Soit on considère que c'est légitime, et j'ai pas de problème avec les masques, en fait. Je rigole, mais j'ai pas de problème avec les masques. Je me dis, ouais, bon, ça a l'air fondé. Soit on considère que c'est illégitime, le couvre-feu. Donc les gens s'entassent dans le métro, s'entassent... D'ailleurs, ça n'a pas marché, quoi. Mais après, les chiffres, je sais pas... Voilà, il y a l'augmentation des tests, qui crée l'augmentation des cas. Et puis, bon, chaque année, il y a 10 000 morts environ de la grippe habituelle. Et c'est bizarre, cette année, il y en a pas. Il n'y a personne qui est mort de la grippe habituelle, en fait. Ils sont tous morts du coronavirus.
C'est bizarre, non? Si on enlève dans les chiffres, ceux qui sont morts de la grippe, comme chaque année, en fait. Il en reste combien qui sont morts du coronavirus? On ne sait pas. Voilà. Alors Marc, est-ce qu'il est complotiste? Est-ce qu'il est... Non, Marc ne sait pas. Marc est un peu agnostique. Ce qui est certain, c'est que Marc ne gobe pas, ne veut pas gober, quoi. Ni les théories. Mais Marc veut être au courant, en fait. Veut être au courant des différentes versions du réel. J'ai pas encore décidé, en fait. Là, cette histoire de on va tous être confinés, mais pas les lycéens et les collégiens, alors que ce sont les jeunes qui sont les vecteurs principaux du virus, vous m'expliquez? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Ça m'embête de pas comprendre. Je me dis quand même, je réfléchis. Je ne veux pas être le seul à pas comprendre, en fait. Et voilà. Donc après, on a la sensation que c'est du grand n'importe quoi. Et que en fait, il part au plus pressé dans un désordre total et sans stratégie, sans rien. Concernant le virus, comme concernant l'islamisme en fait, même chose. C'est comme des gens qui passent leur temps à rustiner une roue de vélo tellement crevée. Il n'y a plus que des rustines en fait. Ils sont en train de coller des rustines sur des rustines. Ça roule plus, c'est dégonflé, mais ils continuent de coller des rustines sur le cadavre de cette roue de vélo. C'est la sensation que j'ai, moi. Dans tous les domaines, en fait. Et je me demande bien à quel moment il va y avoir une réaction. Ça va venir, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est toujours mystérieux. Hein. C'est toujours mystérieux. On attend la prochaine pénurie de blé, en fait. Tant que les gens ont à manger. Mais bon, là, ils ont à manger, mais ils se font égorger. Toutes les semaines. Donc, je vais finir sur une autre cover. Plus entraînante que ma lecture d'homme fatigué qui a couru dans tous les sens toute la journée. Et je sais pas, je trouve que l'air est beau, les paroles sont belles, et ça peut être inspirant. D'ailleurs, peut-être que je vais utiliser cette cover au début de chaque lecture, plutôt que Lettre à France. J'ai commencé avec je vais utiliser celle-ci au début de chaque lecture du contrat social de Rousseau. Ça va donner un côté comme ça subversif à ma lecture de ce livre. Vous êtes prêts? On y va? Le jour de gloire est arrivé. On n'est pas bien là? L'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous Dans la campagne mugir ces féroces soldats. Dans la campagne et dans les églises. Jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, armez vos bataillons, marchons, marchons. On peut plus marcher, on peut plus sortir. qu'un sang pur abreuve nos sillons. On va pas se la faire entièrement, j'en ferai d'autres passages, mais c'est une belle chanson, je trouve. Et dont le sens, en fait, devient limpide dans certaines situations historiques. Hein? Si on l'écoute entièrement, on va s'écouter un autre couplet. Allez. Amour sacré de la patrie,
Mais j'ai parlé de l'amour avant. La liberté. Ah, il n'y a plus personne. Ça est chérie pour plus personne. Bibi. Bon, voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. C'était sympa. On reprend, quoi. Voilà. Et puis, ben oui, nos ennemis expirants. Moi, j'ai rien, en fait, contre le fait d'abattre d'une centaine de balles les mecs qui ont des hachoirs dans la rue. Je comprends pas. Ça me gêne pas, moi. Mais bon, je suis suspect de beaucoup de choses, j'imagine. Peut-être, finalement, en fait, que ce qui est toujours suspect, c'est d'avoir des couilles. Hein? Peut-être que c'est ça.